il faut dire qu'il y avait le mouvement indépendantiste qui était né l'année d'avant, oui, et puis dont un des leaders, Pierre Bourgault, était un orateur charismatique, mais alors c'était absolument phénoménal. Je l'ai entendu, moi, à la campagne, il faisait trépigner par terre les cultivateurs qui ne comprenaient pas un mot de ce qu'il disait, mais les gens trépignaient rien que de l'entendre parler. Et il y a eu l'élection de Pierre Elliott Trudeau comme Premier ministre désigné, la désignation de Pierre Elliott Trudeau comme Premier ministre avant les élections générales. Et dès le début, Pierre Elliott Trudeau a annoncé la couleur. Il a annoncé la couleur, le Québec est une province comme les autres, les Canadiens français n'ont pas de droits collectifs, il n'y a que des droits individuels, etc., etc., etc. Et il a fait sa campagne électorale. Dans le mois qui a précédé, il a fait sa campagne. Ça, je peux en parler, parce que j'ai couvert la campagne de 1968, jusqu'à l'avant-veille du 24 juin, jusqu'au 22 juin 68, dans l'Ouest. C'est-à-dire que Radio-Canada m'avait donné comme territoire le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Et j'étais tout seul pour couvrir ça. Alors, chaque fois que Pierre Elliott Trudeau arrivait dans l'Ouest canadien, évidemment, je sautais dans son avion, où j'allais le rencontrer, j'allais rencontrer son cortège électoral. Et Pierre Elliott Trudeau avait un double langage. Il disait au Québec, je veux un Québec fort, en français, et dans le reste du Canada, il disait « We'll put Quebec in its place ». On va remettre le Québec à sa place. Et les gens ont commencé à le savoir malgré tout, parce que la télévision, on faisait des reportages tous les jours sur sur l'électoral. Et il y a bien des gens qui se posaient des questions, mais comment peut-il avoir un double langage, hein? Est arrivé le 24 juin 68. Les stratèges politiques de Pierre Elliott Trudeau avaient imaginé d'en faire l'apothéose électorale de Pierre Elliott Trudeau, lui faire présider les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste. Pardon. Alors, voilà mon Pierre Elliott Trudeau qui se trouvait sur la tribune d'honneur, au milieu de la tribune d'honneur, à la place d'honneur, à côté du maire Jean Drapeau, etc., etc., sur les marches d'escalier de l'ancienne bibliothèque municipale. Et bien entendu, les forces indépendantistes avaient décidé de manifester. Bon. J'avais été affecté à la couverture du défilé de la Saint-Jean-Baptiste parce qu'on m'avait dit on n'a personne d'autre. J'avais été invité par la société Saint-Jean-Baptiste. J'avais laissé ma femme et mes enfants dans une tribune en face de l'hôpital Notre-Dame et je me promenais devant la bibliothèque municipale. Ayant une mauvaise vue quand on est au niveau du sol, j'ai aperçu une tour qui avait été montée par Radio-Canada et j'ai dit je vais grimper là-haut et j'aurai une vue panoramique de tout ce qui se passe. J'avais donc une vue panoramique de tout ce qui se passe. Je peux vous dire, je peux vous certifier que, contrairement à ce que les autorités ont dit, les manifestants indépendantistes qui étaient autour de Pierre Bourgault n'étaient pas plus de 200, 300 au grand maximum. Bien entendu, ils ont cherché à perturber le défilé. Pendant tout le défilé, les commentateurs de Radio-Canada à la télévision, c'était Henri Bergeron et Gaby Drouin, avaient reçu l'ordre de ne pas parler des manifestations ou des actes de violence, etc., de concentrer leurs commentaires sur les majorettes, sur les éléments traditionnels du défilé de la Saint-Jean-Baptiste. On entendait à la télévision des rumeurs, des bruits, mais les caméramens avaient reçu l'ordre aussi de ne pas montrer les actes de violence, appelez-les que ça comme vous voulez. La police a perdu le contrôle d'elle-même, a perdu son contrôle. Ils n'avaient aucune expérience des manifestations de foule, et ils ont foncé dans le tas. Et je voyais tout ça de ma tour, voyez-vous, hein. Ils ont foncé dans le tas. On a même utilisé la police montée, la police à cheval,
dont le rôle traditionnel est de se faire prendre en photographie avec les touristes sur le Mont-Royal, on a même utilisé cette police pour essayer de contenir la foule. Or, pour contenir une foule avec une police montée, il faut des cavaliers entraînés et il faut des chevaux entraînés. Et on ne se lance pas dans la foule, la tête en avant, comme ça en galopant. On tourne le cheval de tiers et on fait reculer le cheval de façon à ce que les manifestants aient le cul du cheval dans la face. Et on est obligé de reculer quand on a un cheval qui recule, qui vous pousse avec sa croupe et qui risque de vous monter sur les pieds avec ses sabots. Mais ils ne savaient pas. Même chose pour les automobiles, les motocyclistes, ils fonçaient dans la foule. Les policiers n'avaient aucune expérience de ce genre de manifestation. Alors qu'il y avait 300 manifestants séparatistes, il y avait, à la fin de la soirée, environ 2000 personnes qui se battaient contre la police. Moi, j'ai vu un cheval rentrer dans la foule. Automatiquement, des gens, des spectateurs, mais pas des séparatistes, des spectateurs, se jetaient à la tête du cheval, forçaient le cavalier à descendre, et ils se sont mis à rouer de coups et le cavalier, et puis ils ont maintenu le cheval, parce que le cheval se cabrait, ruait, etc. Pourquoi? Parce qu'en fonçant dans la foule, le cavalier et sa monture avaient écrasé 2 ou 3 personnes, bien sûr, comprenez? Alors les spectateurs étaient furieux. Alors ce sont des choses comme ça qui se sont produites. Après le reportage en direct officiel de Radio-Canada avec Gaby Drouin et puis Henri Bergeron, j'arrive dans le téléjournal et je décris ce qui s'est passé, avec des images à l'appui. Évidemment, ça a créé toute une commotion. Il y a bien des gens qui n'y croyaient pas, ils disaient « mais comment se fait-il » Et il y a eu un flot de protestations à Radio-Canada. J'ai su par la suite que ce flot de protestations a été organisé de façon à peu près spontanée par l'Association des femmes libérales. C'est Robert Bourassa lui-même qui me l'a dit. Parce que je le tutoyais, on se tutoyait. On était tellement un petit nombre de gens qui composions l'élite québécoise à cette époque. Hein. Alors, mes patrons m'ont dit, il y a tellement de protestations que tu souffres d'un déficit de crédibilité et on ne peut pas te mettre en ondes le lendemain qui était la soirée des élections. Moi, je leur disais, c'est idiot. J'ai couvert la campagne électorale dans la moitié, dans les 2 tiers, géographiquement parlant, du pays, et politiquement parlant, dans la moitié du pays. Je ne peux pas ne pas être à côté de mes camarades qui ont couvert la campagne électorale dans les Maritimes, puis au Québec et en Ontario. Hein. Et alors, la direction de Radio-Canada a maintenu sa décision. Tu es interdit d'antenne. Je n'étais pas suspendu, sans salaire, comme on l'a dit. J'étais interdit d'antenne ce soir-là. C'est tout. Mes salariés, j'ai continué à toucher mon salaire. Ce que voyant mes camarades journalistes, au premier chef, Pierre Nadeau, qui était chef d'antenne, et puis il y avait Jean-V Dufresne, Guy Lamarche, enfin, ils étaient une équipe, quoi. Ils ont dit, on ne peut pas sans Claude Jean de Virieux. Le reporter, l'analyste des élections, pour la moitié du pays, politiquement parlant. Alors ils ont dit, on ne travaille pas sans de Virieux. Les techniciens ont dit, nous non plus. Parce que j'étais assez populaire, même parmi les techniciens, on ne travaille pas si de Virieux n'est pas là. C'est la première fois, et la dernière, ça a été la première fois et la dernière dans l'histoire de Radio-Canada qu'il n'y a pas eu de soirée des élections. Ça a été un scandale épouvantable. Épouvantable. Alors, mes camarades journalistes qui avaient fait grève, une grève spontanée illégale, bien sûr, ont été suspendus sans salaire, alors que moi, j'ai continué à toucher mon salaire tous les jours. Et puis, il y a eu une commission d'enquête à l'interne, et les résultats de la commission d'enquête, le rapport de la commission d'enquête, ça a été que mon reportage était conforme aux faits. Alors, on ne m'a pas sanctionné sur le professionnel. J'ai continué à travailler comme auparavant. Ça a été la soirée de la Saint-Jean-Baptiste, c'est ça. Mais ça a eu des conséquences dont on profite encore. D'abord, en dépit de ces dénégations,
la police a admis secrètement, en son fort enfin, les dirigeants de la police ont admis en leur fort intérieur qu'ils n'étaient pas compétents pour contrôler des mouvements de foule de cette ampleur. La police a fondé les squads anti-émeutes avec des professionnels qui ont toujours fait depuis leur travail de façon professionnelle. Il y a maintenant dans tous les corps de police du Québec des agents qui suivent un entraînement spécial et qui savent comment agir pour contrôler les mouvements de foule qui risquent de déborder. Je dis pas eu des bavures lors du sommet, lors de je ne sais pas quel sommet, etc. Mais enfin, théoriquement, ils sont capables maintenant. Ça a eu comme conséquence aussi qu'à travers mes camarades et moi-même, tous les journalistes de la province de Québec se sont sentis menacés. Ça n'était pas la première fois que Pierre-Éliott Trudeau ou des personnalités faisaient des allusions sur les médias qui n'étaient pas les porte-voix du gouvernement fédéral. Mais la plupart de mes confrères et consoeurs de la province de Québec se sont sentis menacés. Premier geste, ils m'ont envoyé des télégrammes d'appui. J'en ai reçu de partout. De Matane, de Rimouski, de Jonquière, de Rouyn-Noranda, partout où il y avait des journalistes. J'en ai reçu de partout. Des intellectuels, des universitaires m'ont envoyé des télégrammes. Il y a eu une prise de conscience. L'information est menacée. Et ça a donné l'année d'après la fondation de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ, qui a pris la succession de l'Alliance des journalistes de langue française qui était moribonde, qui représentait les journalistes from coast to coast, les journalistes de langue française, mais qui avait justement, de la même façon qu'il y avait eu les États généraux du Canada français, ne représentait plus rien, quoi. Alors, c'est une autre conséquence. Et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec a ensuite inspiré la fondation, 2-3 ans plus tard, du Conseil de presse du Québec, qui est une espèce de chienne de garde ou de tribunal d'honneur de l'information au Québec. Ça a été des effets constructifs et bénéfiques pour la province de Québec de cette soirée du 24 juin 68. Et on pourrait dire aussi au niveau politique, je pense que Pierre-Éliott Trudeau lui-même a profité de l'image qui séduit, ça a été... Bien entendu, parce qu'il a été un des quittés l'estrade d'honneur sous les jets de projectiles qui venaient d'en face, et qui n'étaient pas tous jetés par des manifestants séparatistes. Il y a eu des manifestants qui étaient là comme simples spectateurs, mais qui ont été outrés par la façon dont les choses ont tourné ce soir-là. Alors, il a fait figure de héros, surtout au Canada anglais, et parmi la forte proportion de Québécois fédéralistes, bien sûr. Il a fait figure de héros. Ça a renforcé son image de chef dur, de chef autoritaire, etc. Bien sûr, oui. C'est incontestable. Cela dit, il y a des effets qui ont été peut-être moins bénéfiques, je dirais, pour le Québec et la population québécoise en général, parce que ça a convaincu Pierre-Éliott Trudeau de renforcer son autorité et puis de renforcer cette espèce d'attitude négative vis-à-vis du Québec que le gouvernement fédéral a toujours eu depuis, même après le départ de Pierre-Éliott Trudeau, jusqu'à Jean Chrétien, exception faite peut-être de la période de Brian Mulroney, à l'époque du beau risque, quoi. Ok. Puis parce que je voudrais faire un lien, peut-être, vous m'aviez dit que vous n'aviez pas couvert la Saint-Jean de 1969. Non, je n'ai pas couvert la Saint-Jean-Baptiste de 69. Radio-Canada s'en est bien gardé, parce que ça aurait été de la provocation vis-à-vis d'une frange assez importante des auditeurs et des téléspectateurs de Radio-Canada, quoi, bien entendu. Cela dit, la Saint-Jean-Baptiste de 1969 n'a pas été, si mes souvenirs sont exacts, tellement glorieuse, parce qu'il y a eu aussi des manifestations. Les commentaires, si je ne m'abuse, c'était Pierre Perrault, le cinéaste Pierre Perrault, et je ne me souviens plus qui. Bernard Gosselin.
Bernard Gosselin. Gosselin. Oui. Puis il y a eu des manifestations aussi. On ne voulait pas répéter l'expérience malencontreuse du petit Saint Jean-Baptiste, blanc aux yeux bleus bouclés, avec un agneau dans les bras. On avait construit un Saint Jean-Baptiste monumental en plâtre, qui a été bousculé, qui s'est cassé d'ailleurs. Ça a été la fin, en quelque sorte, du défilé traditionnel de la Saint Jean-Baptiste. Oui.